Merci de continuer la soirée avec nous sur France 3 Grand Est. Suite à la diffusion de ce documentaire aux 4 vents, nous poursuivons avec notre débat. Voici mes invités. Anne Bourchier, bonsoir. Vous êtes psychologue à l'aide sociale à l'enfance. Sylvie Mijon, bonsoir. Vous êtes assistante familiale. Fabienne Quiriot, bonsoir. Vous êtes directrice générale de la CNAP, c'est la Convention nationale des associations de protection de l'enfant. Et enfin, Loïc Peter, bonsoir. Vous avez passé votre enfance entre différentes familles d'accueil. Ma première question, elle est simple, c'est quelle est votre réaction suite à ce documentaire? Est-ce qu'il vous a choqué? Est-ce qu'il vous a ému? On commence peut-être avec vous, Sylvie Mijon. Alors moi, j'ai trouvé ce documentaire très émouvant, qui m'a fait un peu réagir, évidemment, en tant qu'assistante familiale. Vous accueillez effectivement des enfants. J'ai 4 enfants en accueil actuellement et ça fait 23 ans que je fais ce métier. Et est-ce que ça vous a donné un nouveau regard, peut-être? Ou est-ce que ça a juste fait conforter ce que vous pensiez? Ah non, pas du tout conforté dans ce que je pensais. Je pense travailler autrement que ce que j'ai vu dans le film, mais j'ai quand même eu Il y a des phrases qui m'ont fait réagir. Vous, Fabienne Quiriot, c'est votre métier, justement. Là, c'est un peu le résultat du travail. Mais quelle était l'émotion que vous avez eue en voyant ce documentaire? L'émotion, parce que c'est une histoire réelle, en fait. Ça se passe maintenant, ce rassemblement de frères. Et en même temps, le passé très présent. Il est prégnant dans toutes les têtes, on le voit bien, il revient. C'est quelque chose qui les habite complètement. Et en même temps, c'est cet espoir d'avenir. Et je trouve que cette histoire ressemble à tant d'histoires que je connais d'histoire d'enfance. De par votre travail. De par mon travail. Anne Bourchier, l'émotion ressentie, c'était quoi? Je pense que c'est fort au niveau du parcours de ces jeunes et de ce qu'ils peuvent en dire. Je trouve ça assez exceptionnel, la parole qu'ils peuvent avoir sur leur parcours. Et le fait qu'ils aient réussi à se confier comme ça, oui, devant des caméras qui étaient discrètes, mais ça vous impressionne? C'est extraordinaire et je trouve que c'est vraiment très intéressant qu'il y ait des reportages où on puisse donner la parole à ces jeunes adultes qu'on ne voit plus, nous, une fois leur parcours à l'aide sociale à l'enfance s'est déroulé. Et du coup, je trouve que c'est extraordinaire. Ça peut faire enseignement pour les gens, j'ai envie de dire, qui travaillent à l'aide sociale à l'enfance. Et puis, ça peut aussi amener une valeur, un certain espoir aussi, je pense, pour les enfants confiés. Loïc Peter, vous, c'est un peu votre enfance. Mais en même temps, est-ce que tous les cas se ressemblent? Est-ce que vous êtes reconnu? Ça fait ressurgir des émotions du passé ou pas? Automatiquement, c'est quelque chose qui, c'est quelque chose de touchant. C'est une histoire qui m'a, qui se ressemble. Je veux dire, je me suis reconnu là-dedans. C'est quelque chose qui était vachement parlant pour moi. Et puis aujourd'hui, je suis plutôt dans un état d'esprit où je vais plutôt voir un peu l'état d'esprit des jeunes aujourd'hui, comment est-ce qu'ils pensent. Et c'est vrai que c'est là que j'ai pu remarquer la différence que j'ai avec leur façon de penser, encore en plein dedans, et puis moi avec mon recul. À l'heure actuelle, quelle chance a une fratrie de rester ensemble? Est-ce qu'on a des statistiques? Alors, très peu de chance, malheureusement, parce qu'il y a des questions souvent de place, des questions de possibilité d'accueil, soit dans les familles d'accueil, soit dans les foyers ou les maisons d'enfants. C'est une difficulté, mais il est vrai que les efforts sont faits aujourd'hui pour que les fratries restent ensemble. Et la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'il y a la pratique, il y a la théorie. La loi, elle dit quoi? Alors, la dernière loi, notamment, revient justement sur cette recommandation de ne pas séparer les fratries. Bien sûr, s'il s'avère que c'est dans l'intérêt des enfants, évidemment, mais la tendance est plutôt de ne pas séparer les fratries. Madame Mijon, est-ce que vous avez eu des fratries, vous? Non. Les 4 enfants que j'ai n'ont aucun lien de parenté. Par contre, ils ont des frères et sœurs. Les 4 ont des frères et sœurs? Du moins les 3. Les 3 premiers. Le petit dernier, non. Oui, excusez-moi. Les 4 ont des frères et sœurs. Les 4 ont des frères et sœurs. Tout à fait. Et c'est un autre travail d'avoir 4 frères et sœurs ensemble ou d'avoir 4 enfants différents ou ça change quoi, vous auriez pu accepter d'avoir, par exemple, 4 frères et sœurs en même temps? Je pense que ça aurait été compliqué. Je vais vous dire pourquoi. C'est mon ressenti. Accueillir des fratries, c'est accueillir une et même histoire. Et des fois, il y a
des conflits de loyauté entre les enfants, des rivalités qui peuvent se faire s'ils sont accueillis dans la même famille, autrement qu'avec ces liens proprement dits. Pour moi, personnellement, je trouve qu'il était plus facile pour moi d'accueillir 4 enfants de 4 familles différentes que des fratries, ce qui n'empêche pas certains enfants d'avoir des liens entre eux. Ou de ressentir le besoin justement d'être avec leurs frères. On va tout de suite voir un extrait justement où Jean-Marc nous parle de l'importance de son grand frère. Je trouve ça tellement sympa quand ton frère il te dit t'as réussi ton BAFA, yeah, je suis content et tout. Ton grand frère il te dit ça, c'est waouh, je suis content quoi. Je sais pas, c'est ce qui me manquait en fin de compte. C'est qu'on me félicite. Et ça, ma fin d'accueil, elle l'a jamais fait. Quand je réussissais quelque chose, quand j'étais heureux, en fait, j'étais tout seul. Il était tout seul, c'est assez horrible, le besoin justement d'être motivé par le regard de son frère par rapport aux encouragements qu'un frère peut apporter. Vous, lorsque les frères ils sont séparés, quels outils vous avez pour quand même conserver ce lien fraternel, pour leur rappeler qu'ils ont une famille ou pour peut-être qu'ils puissent garder un contact entre eux? C'est permis ça? C'est permis, bien sûr. On peut en parler déjà. Ça peut être aussi des rencontres qui sont organisées. Ça peut être aussi des enfants qui sont en proximité. La fratrie peut être en proximité sur des unités de vie, par exemple, et peuvent se rencontrer. Alors, une unité de vie, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, une unité de vie, c'est quand vous avez, par exemple, il y a l'accueil familial d'une part, mais il y a aussi l'accueil dans des établissements. Ça permet d'avoir un lieu neutre où tout le monde peut se rencontrer? Alors, ça, les lieux de vie sont des lieux où vivent les enfants aussi. Ils peuvent être dans le collectif, ce qu'on appelle le collectif, et qui peuvent être en proximité. On peut avoir plusieurs unités selon l'âge des enfants, parce qu'on accueille des tout-petits aussi. Il faut savoir que là, nous voyons des jeunes adultes, mais la protection de l'enfance, ça démarre dès la naissance. Des jeunes adultes qui relatent justement leur vie d'enfant. Anne Baucher, vous êtes psychologue justement. Est-ce que c'est important lorsqu'on a vécu entre frères et sœurs des moments difficiles avec nos parents? Est-ce que c'est mieux d'être séparés pour ne pas continuer à entretenir ces souvenirs qui ne sont pas forcément bons? Ou est-ce que justement vous, en tant que psychologue, vous faites attention pour que les enfants gardent ces liens? C'est une question qui est très compliquée. C'est de la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance de penser la modalité d'accueil, à la fois dans le choix de type d'accueil, famille d'accueil ou établissement, et aussi dans le regroupement fratrie ou non, c'est-à-dire des enfants accueillis ensemble ou pas ensemble. Mais qui décide? Si l'enfant dit « je veux rester avec mon grand frère, avec ma grande sœur », est-ce qu'on écoute le cri du cœur de l'enfant ou est-ce qu'un adulte vient et lui dit « non, ce sera mieux pour toi d'être séparé ». Comment ça se passe? Je pense que la parole des enfants aujourd'hui, elle est quand même clairement entendue et se doit d'être entendue. Après, on a pensé la modalité d'accueil en fonction de ce qui peut être favorable ou pas aux enfants. Et la fratrie peut clairement avoir une fonction de soutien dans le cadre de la séparation avec les parents, mais peut être parfois une entrave au projet personnel de chaque enfant. Donc, du coup, dans ce cas de figure-là, c'est extrêmement important de pouvoir penser le lien en dehors du fait d'être dans un même lieu, accueilli dans un même lieu. Il y a des rencontres qui peuvent se faire des après-midi. Il y a des choix aussi parfois qui peuvent être de proposer des accueils familiaux dans les familles d'accueil qui sont à proximité, qui puissent aussi parfois se rencontrer chez l'un, chez l'autre. Donc il y a des outils qui existent pour entretenir ce lien. Tout à fait. Là, par exemple, dans notre documentaire, Patrick, c'est lui qui a provoqué en fait le placement. Enfin, c'est ce qu'il nous dit, dans le sens où il a contacté les services sociaux parce qu'il avait faim, parce que ça faisait une semaine qu'il n'a pas mangé. Est-ce que justement, ce grand frère qui culpabilise un petit peu, c'est peut-être aussi pour ça qu'il essaye de recréer sa famille. Est-ce que là, il y a des outils? Est-ce que justement, on aide ces enfants qui se sentent coupables? Est-ce qu'ils se sentent coupables? Est-ce que c'est quelque chose de récurrent? Il a la place de l'aîné, il a la place de celui qui a fait déclencher, je veux dire, la machine, pour pouvoir qu'il y ait un placement des enfants. Donc c'est important, mais en même temps, j'ai envie de dire, le mouvement de l'enfant petit va être de suite la perception de la situation à son échelle.
Et la question de la culpabilité, d'être responsable soit du placement, est quelque chose qui est extrêmement fréquent chez l'enfant. Loïc, vous aviez une grande sœur. Vous avez été placés ensemble. Ensuite, elle est repartie avec votre maman, vous non. Est-ce que vous lui en avez voulu ou est-ce que la vie était, vous la preniez comme elle venait et vous n'êtes pas posé ce genre de questions? Non, je ne me suis pas posé ce genre de questions. Moi, voilà, c'était dans tous les cas, ça peut pas être de la faute de ma sœur qui avait que 1 an de plus que moi. Et ensuite, c'est un choix que le juge des enfants et que le système a laissé faire. C'est plutôt l'accompagnement de la séparation qui, pour moi, n'a pas été fait de la meilleure façon, on va dire. Mais ça, on s'en rend compte tout de suite ou on s'en rend compte 20 ans après ou 15 ans après où on se dit... Non, on s'en rend compte tout de suite. Et est-ce que lorsqu'on est un enfant placé, on a une idée ou une image de la famille idéale? Ou est-ce qu'on n'a qu'une image de sa famille et on a une image de sa famille et ensuite, après, on comprend Enfin, moi, personnellement, j'ai compris que je rentrais dans un système un petit peu différent et que je devais m'adapter un petit peu aux familles. Bon, après, c'est... Lorsqu'on vous place dans une famille, vous vous attendez à ce qu'on vous place dans une famille idéale, justement? Vous dites, bah, ça y est, quand on est enfant, est-ce que dans la tête de l'enfant, on se dit, ils vont me placer dans une famille, je vais trouver une famille comme je l'imaginais? Ou pas du tout? Non, ou au contraire, il y a peut-être même la crainte de voir une famille parfaite et de se dire pourquoi moi je ne l'ai pas eue et que ça nous énerve. Comment on réagit? Moi, il n'y a aucun de mes démarrages qui a été facile avec moi parce que j'ai toujours été super méfiant et je ne comprenais pas en fait pourquoi est-ce qu'on me mettait dans cet endroit-là ou cet endroit-là, X endroit, alors que les gens pouvaient être très bien ou pas très bien. C'était au début le temps d'adaptation qui faisait que j'avais vachement le temps de créer une confiance et de ne pas comprendre qu'est-ce qui était en train de se passer. Mais au fur et à mesure des familles et des expériences. Bon, on commence à s'habituer et ça devient une routine et on prend le pli, on se fait OK, de toute façon le système pour toi c'est comme ça jusqu'à que tu quittes ta majorité. Donc vous étiez assez fataliste, vous avez dit ça y est, je trace ma route. C'est une façon d'être adulte très jeune quand même. Pas tout de suite, c'est arrivé vraiment au bout de ma... Parce que j'ai eu une famille d'accueil, ensuite j'ai été placé chez ma grand-mère, mais par les services sociaux. Ensuite j'ai été replacé dans une autre famille d'accueil. Et ensuite j'ai été replacé encore dans une autre famille d'accueil. C'est vrai que la dernière, je suis arrivé avec un autre état d'esprit assez tôt. Oui, c'est vrai, à l'âge de 12 ans et demi, 13 ans, j'avais déjà un autre état d'esprit. Parce que j'avais quand même vécu différents... abandon entre guillemets quoi, enfin voilà, recommencement, etc. Donc ça faisait que effectivement j'ai dû me préparer psychologiquement Alors, c'est vrai que les enfants placés dans les familles sont en attente de pas mal de choses, ou peut-être après quelques expériences ont moins d'attente. On va tout de suite écouter Jean-Marc, lui, ce qu'il attendait de sa famille d'accueil. Je l'aimais cette famille d'accueil, et je la voyais pas comme une famille d'accueil, je la voyais comme ma famille. J'ai grandi avec ses enfants, j'ai grandi avec ses petits-enfants, mais en 8 ans de relations communes, sous le même toit, pas une fois elle m'a dit je t'aime. Pour un enfant, c'est tellement important d'entendre « ouais, je t'aime » une fois. On est tout seul, il n'y a personne. Notre famille, elle est éclatée, tout le monde est dispersé. Quand ma famille d'accueil m'a dit « Jean-Marc, tu ne représentes qu'une fiche de paye pour moi », vous ne pouvez pas savoir la souffrance que ça fait, en fait, au fond. On se dit, cette personne, on l'aime comme une mère. On aime le monsieur comme un père. C'est avec cette souffrance, en fait, on vit chaque jour avec notre passé, en fait, on n'oublie pas. Sylvie Mijon, quand on est famille d'accueil, c'est interdit d'exprimer ses sentiments? Pas du tout. Pas du tout. Du moins, moi, je ne les ai jamais cachés. Après, c'est peut-être un parcours particulier. C'est ce que j'ai expliqué à Loïc tout à l'heure. Les 4 enfants que j'ai en placement chez moi sont venus bébés. C'est un choix personnel que j'ai fait. L'aîné va avoir 18 ans, il va bientôt quitter le nid, et le plus petit va avoir 3 ans cette année. Et le lien fusionnel qu'une mère peut avoir avec son enfant, même que je ne les ai pas portés, je l'ai eu. J'ai dit, ces enfants n'ont rien demandé à personne et ont le droit d'être aimés comme n'importe quel autre enfant. On a un peu discuté avec Loïc en préparant l'émission. Il me disait, par exemple, quand on est dans une famille, quand on est père, on peut avoir ses enfants dans notre lit. Quand on est famille d'accueil, on ne peut pas dire à nos enfants de venir faire un câlin le matin ou de nous réveiller. Voilà. Est-ce que c'est vrai que vous mettez des barrières, vous? Est-ce qu'il y a des choses où vous vous dites, ah, là, on va peut-être me le reprocher, il faut que je fasse attention, ce qu'on ne ferait pas avec nos enfants naturels? Écoutez, non, je vois avec les 2 plus jeunes, donc une petite fille qui va avoir 8 ans et le petit garçon qui va avoir 3 ans, viennent de temps en temps dans notre lit pour nous faire un câlin et je ne les ai jamais rejetés en leur disant non, vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas nos enfants.
La famille d'accueil, lorsqu'on la sélectionne ou on recrute une assistante familiale, on lui dit quoi? Qu'elle accueille, qu'elle éduque ou qu'elle élève les enfants? En premier lieu, qu'elle accueille. Mais pour moi, le mot accueil sous-entend tout ça. On accueille, on élève, on soutient, on aime. Le premier, je dis toujours, les enfants que j'ai accueillis sont venus bébés chez moi, ils avaient besoin de lait et d'amour au départ. Est-ce qu'on vous a retiré une fois des enfants à l'âge de 8-10 ans, puisque Loïc nous parle justement, lui, il a été balancé entre sa famille, des familles d'accueil, qui a à chaque fois des parenthèses plus ou moins longues. Est-ce que vous aussi, vous avez vécu ça? Puisque le dernier a 18 ans, donc ça sous-entend effectivement que vous l'avez élevé comme vos propres enfants. Tout à fait. Mais est-ce que vous avez eu cette rupture? Parce que certains enfants partent le week-end voir leurs parents. Alors j'ai eu des enfants qui sont déjà partis, mais pas parce qu'on me les a retirés, tout simplement parce qu'ils ont pu repartir chez les parents. Et ça, on le vit comment? Parce qu'on parle toujours de la souffrance des enfants, mais est-ce qu'il y a une souffrance aussi, ou est-ce que vous êtes préparé psychologiquement? Alors on nous prépare psychologiquement, effectivement. On a à peu près 6 mois le temps de se préparer à ce départ. Et quelque part, l'ayant vécu avec 2 enfants, les enfants qui sont prêts à partir font en sorte qu'on ait envie de les voir partir. Je ne sais pas comment je peux m'expliquer, c'est qu'ils deviennent tellement exécrables qu'on se dit « non, vivement qu'ils partent, on ne peut plus ». Mais après, avec le recul, j'ai compris que c'est une forme de protection pour eux. Ils n'ont pas envie d'avoir mal en nous quittant et de ne pas avoir cette rupture brutale, ils se préparent avant. Alors, je vais m'adresser à la psychologue. C'est normal, ce comportement, justement, quand on sait qu'on va retourner chez ses parents parce que c'est un peu comme si on abandonnait... Il parle de fiche de paye, Jean-Marc, dans le documentaire, hein, justement, comme si c'était une prestation de service. Et là, vous nous dites qu'en fait, ils partent comme si ils voulaient rompre un contrat, mais pas forcément à l'amiable. Est-ce que ça s'explique en psychologie, ça? Mais le lien affectif, il est fondamental pour l'enfant, pour grandir, il est fondamental à l'enfant. Et il se déploie avec les gens qui s'occupent de lui. Donc évidemment, l'assistante familiale, sa famille. Et si c'est pas là, c'est quand même un petit peu problématique. Mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'assistante familiale va être dans le lien affectif à l'enfant, et il faut qu'elle le soit, que tout va se résoudre pour un enfant. On peut être dans le fantasme qu'il suffit d'aimer pour réparer, et c'est vraiment pas ce qui se joue psychiquement pour les enfants. Ils ont besoin aussi de personnes qui les guident et qui leur transmettent des choses. Et ils peuvent aimer aussi les parents. Donc ils sont dans une situation extrêmement complexe de multiplicité des liens. Un peu comme quand on a un beau-père suite à un divorce qu'on aime bien et que notre maman va peut-être aller avec un nouvel homme, un troisième mari, et voilà. C'est multiforme la question du lien. C'est pas la même chose la question de la filiation, c'est-à-dire que l'enfant est inscrit dans une famille et premier lieu par l'état civil, et puis d'un autre côté, ce qui est le mouvement de l'enfant vers les gens qui s'occupent de lui, qui prennent soin de lui, qui l'aiment, qui effectivement développent des relations avec lui. Il fait une espèce de... Enfin, il aurait à faire ce travail-là de multiplicité des liens et de pouvoir s'y autoriser, ce qui est complexe. Oui, mais ça, il faut quand même expliquer à l'enfant. Fabienne Quiriot, est-ce que le profil de Sylvie Mijon, lorsqu'elle parle justement des enfants, c'est le profil classique, ou est-ce que c'est pas forcément le profil que vous rencontrez sur le terrain? Nous rencontrons tout type de profil, hein. C'est une matière humaine, donc ça dépend de la sensibilité des uns et des autres. C'est vrai qu'il peut y avoir un investissement très fort. Il y a ce besoin d'amour que les enfants ont et qui est bien exprimé dans le documentaire. Moi, ce que je peux dire, c'est que les jeunes adultes avec lesquels nous échangeons justement sur leur histoire, leur parcours, nous disent tous, à l'unanimité, ce besoin affectif, ce besoin d'amour, parce que c'est la base aussi de leur sécurité. Ils ont besoin de se sentir aimés. C'est allié avec la protection. D'ailleurs, c'est dit aussi dans le film, moi ça m'a frappé. Un des frères en parle par rapport à cet amour et c'est ce besoin d'aimer, d'être aimé, de se sentir aimé, de compter pour une personne. Sans quoi, effectivement, ce sentiment de solitude, ce sentiment d'être délaissé est très fort. Mais tous nous disent,
Que... Mais est-ce qu'il y a des familles qui font ça que pour l'argent? Est-ce qu'il y a des gens qui sont véritablement prestataires? Parce qu'on a l'impression que c'est difficile de trouver des familles. Est-ce que du coup, parfois vous êtes un peu en porte-à-faux, vous sentez qu'il y a des c'est pas le mot professionnel, mais qu'il y a des rentiers, on va dire, et puis d'autres qui sont des professionnels de cœur? Moi, ce que j'entends dire, c'est que la professionnalisation peut justement amener peut-être des comportements beaucoup plus distants par rapport à cette question-là. Ce dont se plaint d'ailleurs ce jeune dans le film, ça arrive, ça existe bien sûr, on ne peut pas le nier, mais pour avoir aussi travaillé avec beaucoup d'assistants familiaux, je peux dire que souvent, dans ces groupes de travail, de réflexion, moi j'ai pu relever à quel point l'attachement pouvait être fort avec ses enfants. Et cette préoccupation de la séparation, c'est un moment qu'il faut effectivement préparer. C'est vrai que parfois, on peut mettre des barrières juste pour se protéger. Des deux côtés, comme nous expliquait Loïc. Loïc, quand on est enfant, comment on nous explique justement qu'on va être placé dans une famille? Comment ça se passe? Et comment ça se passe dans la tête d'un enfant? C'est vrai que vous, c'était il y a quelques années, mais quand vous essayez de vous en rappeler, c'était comment? Alors déjà d'une, je pense que beaucoup d'enfants de l'ADAS ou avec un parcours complexe se rappellent de tout. On se rappelle de tout, on a tout dans notre tête et on le garde un bon bout de temps, on se rappelle de beaucoup de détails. Ça, c'est ce que j'ai remarqué aussi avec les années, qu'il y a des détails qui reviennent bien précis. On est placé simplement, on a rendez-vous à part avec des éducateurs et des gens spécialisés au service à l'ADAS, par exemple. Moi, c'était à Strasbourg. J'avais il y a des tests aussi, je suis placé dans des familles d'accueil de tests, c'est pour voir un petit peu comment ça va se passer, est-ce que cette famille peut correspondre, est-ce que ça va aller par rapport à notre comportement, il y a un feeling qui va avec leurs propres enfants, il y a tout un travail qui est fait d'abord avant que l'enfant soit mis, ensuite l'enfant il est mis sur une période de test, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour voir si ça va prendre, si on peut aller plus loin dans le projet, et après c'est sous forme de contrat, et les contrats c'est pas des durées indéterminées, il y a des contrats qui sont, enfin je veux dire on signe des contrats. Mais là vous parlez comme un adulte, mais un enfant qui a 8 ans, qui est placé, il ne pourrait pas utiliser déjà le même vocabulaire. À 8 ans, non. Mais lui, il ressent quoi? Le test, par exemple. Nous, quand on fait un test, c'est souvent parce qu'on va être embauché. On a une période de test. Mais là, c'est extrêmement bizarre. C'est bizarre, effectivement. Vous arrivez dans un endroit et puis voilà, vous êtes sous forme de test et vous essayez de voir si l'endroit il est sympa, si ça va aller, si c'est cool. Franchement, vous regardez un petit peu, ça va. Et vous sentiez la personne qui va choisir sa famille ou vous sentiez plutôt l'enfant observer et se dire j'espère que je vais être pris et du coup on est calme pendant 15 jours. Comment ça se passe? Alors justement, l'avantage, c'est que j'étais pas calme pendant 15 jours, donc au moins je montrais directement ce qui allait se passer. Mais il y a une différence, effectivement. J'ai été placé aussi à 8 ans, donc j'ai aussi commencé une famille d'accueil à 8 ans, et j'en ai fait une autre encore par la suite à 13 ans. C'était 2 sujets différents. À 8 ans, c'est un rebouleversement parce que je quitte quand même de nouveau un lien de sang qui était de ma grand-mère placé pour repartir dans un système où tu crois que tu es sorti. Donc en fait, avec la séparation de ma sœur de la famille d'accueil d'avant, je retourne un peu dans ma famille, enfin ma grand-mère, pour ensuite repartir de nouveau. Donc je me dis, ah mince, c'est une feinte, c'est reparti, quoi. Donc l'état d'esprit au début, c'est que la famille d'accueil a réussi à faire son travail pour me mettre en confiance aussi. Mais ça a mis du temps. Ça a mis du temps, mais ils ont réussi à faire leur travail, à mettre en confiance. Ils étaient vachement... Fabienne Quiriot, qui c'est qui décide justement de balancer les enfants? Émotionnellement, c'est quand même très dur. On passe de ses parents à une famille, à sa grand-mère, on retourne dans une famille. Bon, le problème pour les enfants, c'est sûr, c'est d'avoir à minima une stabilité. Une succession comme ça de ruptures, c'est vrai que ça n'arrange pas. C'est pour ça que de plus en plus, d'ailleurs... il est demandé à la fois au service de l'aide sociale à l'enfance, mais aussi aux professionnels qui accompagnent, d'éviter ces parcours chaotiques qui perturbent beaucoup plus l'enfant que, si vous voulez, un temps nécessaire pour s'arrimer à une famille d'accueil. C'est une rencontre de part et d'autre, la famille d'accueil. Donc il faut que ça prenne. Il faut que ça prenne parce que l'enfant est dans une famille qui a son... Voilà, ses réalités, son mode de vie. Il y a quelquefois des enfants de la famille d'accueil. Et en même temps, l'enfant arrive
il va falloir s'apprivoiser de part et d'autre, il va falloir se connaître, il va falloir que le professionnel décrypte un petit peu la manière d'être de l'enfant, même si au départ, il va manifester peut-être des comportements qui peuvent être, oui, des réactions parce que il est pas bien, parce qu'il exprime quelque chose, parce qu'il veut dire... Et il met à l'épreuve aussi quelquefois. La famille d'accueil, il met à l'épreuve la professionnelle. Jusqu'où elle peut aller pour m'accepter. Des fois, il y a ce genre de choses aussi qui va se jouer. Et quand les choses vont petit à petit s'installer, la confiance, il est question souvent de confiance, de se sentir en sécurité avec cette famille d'accueil, où l'enfant a sa place, finalement. Il a sa place, pas comme les enfants de la famille d'accueil, mais il a sa place, une place à lui, qui lui est reconnue. C'est un peu difficile aussi pour un enfant d'entendre le mot famille d'accueil. Je me retrouve dans une famille et d'arriver en fait dans une famille où on n'est pas au même niveau quand il y a d'autres enfants. Ça, c'est encore autre chose. C'est tout l'art du professionnel, voilà, justement. parce que ça, c'est l'éducateur qui explique aussi avant. Il y a un travail fait en amont de votre... Oui, il y a là toujours, en principe, sauf les accueils d'urgence, mais en principe, il y a une préparation qui est mise en place par le service de l'aide sociale à l'enfance, justement, où on prépare l'accueil, on essaie de préparer le professionnel, mais entre la théorie, ce qui est souhaité et la réalité, quelquefois, les enfants arrivent. Alors Patrick, dans le documentaire, justement, donne une piste de recette de la réussite pour intégrer un enfant dans une famille. Je vous propose d'écouter l'extrait. Pour protéger, il faut aimer les personnes. C'est cette notion de on te suivra toujours, quoi. Et on te suivra toujours parce qu'on t'aime. Et pas parce qu'on veut te protéger, mais parce qu'on t'aime. C'est quelque chose qui décuple des capacités. Mais capacités à tout, pas forcément à juste trouver un travail, mais à avoir confiance en soi aussi. Voilà, te dire que t'es important pour quelqu'un, c'est magnifique ça. Être important pour quelqu'un, être important dans une famille, c'est effectivement, vous, quand vous étiez placé dans une famille au départ que vous ne connaissiez pas, vous aviez l'impression d'être invité, vous aviez l'impression d'être un moyen de rémunération pour la famille. Quel sentiment vous aviez le premier jour où vous arriviez ? Le premier jour, alors... Ou c'était la fête ? Le premier jour. Non, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête. On arrive sur un truc d'adaptation dans lequel on est présenté à la famille avec une éducatrice ou un éducateur. Il y a un lien de confiance qui se met directement en place de la part de la famille d'accueil. Moi, par exemple, la dernière où je suis arrivé à 12 ans et demi, 13 ans, j'étais assez... j'exprimais mon mécontentement, clairement. En fait, je n'avais plus d'impact sur où est-ce qu'on pouvait me mettre. On pouvait me mettre en foyer jeune majeur, on pouvait me mettre en famille d'accueil, on pouvait me mettre où vous voulez. Moi, il n'y avait plus d'impact. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, il n'y avait plus d'impact. C'est-à-dire que il n'y avait plus rien. Le temps de me mettre là, on me mettait dans une famille d'accueil de relais. Le temps de me trouver une famille d'accueil d'urgence. Donc, moi, il n'y avait plus d'impact. C'était faites ce que vous voulez, de toute façon, moi j'attends la majorité. Ils ont su, en 2 semaines, m'apporter, me retirer ce petit truc qui était je m'en fous de tout maintenant, etc. Voilà. Donc ils ont su apporter par leur cadre de leur vie, par leur sérénité, par leurs paroles, me rassurer. Mais j'ai conscience que la famille d'accueil, il faut bien dissocier les choses. La famille d'accueil n'est pas une adoption. La famille d'accueil est un métier qui est rémunéré d'une manière mensuelle. Et je trouve que les familles d'accueil, c'est un avantage aujourd'hui à côté des foyers. C'est-à-dire qu'on est dans un cadre quand même où on n'a pas l'impression de faire partie tous les jours d'un système social à l'enfance, parce qu'on est dans une famille normale et dans une famille normale qui... Mais du coup, ça veut dire qu'on s'endurcit quand même en vieillissant. Vous dites qu'à 12 ans, vous étiez déjà prêt à attendre la majorité, comme si vous étiez un adulte un peu placé en jachère. Mais est-ce que justement, de s'endurcir à ce point quand on vieillit, est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas peur d'avoir une famille ? Est-ce qu'on n'a pas peur d'aimer ? Est-ce qu'on n'a pas peur de rencontrer des gens ? Est-ce qu'on a besoin de nouveau d'une phase de transition pour avoir confiance en soi ? Alors c'est vrai. Je pense qu'il y a ça, parce qu'on se prépare à ça. Donc moi, je suis avec ma compagne depuis que j'ai 20 ans. Donc effectivement, il y a eu une période d'adaptation entre ma compagne et moi où... avant de te donner à 100% à quelqu'un et te dire hop, on y va, etc., on va construire quelque chose, tu vas chercher, histoire d'être sûr, quoi, parce que tu peux voir le coup de cale arriver assez rapidement, donc tu fais attention. Mais une fois que les choses, tu les sens bien, là c'est parti, c'est maintenant à ton tour de réparer en fait en quelque sorte tout ce que tu n'as pas pu
Mais avoir. réparer, Voilà. quand on n'a pas conscience ou quand on n'a pas vécu une vie de famille pas normale, je préfère dire classique parce que la normalité, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais quel repère on a? Est-ce qu'on va voir la psy justement en se disant est-ce que j'ai il faut peur d'être papa ou pas ou qu'est-ce qu'on va dire à ces enfants? Comment on va se comporter quand on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé? Le truc, c'est qu'on est quand même entouré de personnes qui vivent dans des... On a des amis, on est entouré de voisins, on est entouré de choses, on est entouré même la famille, nous-mêmes où on est placé. Donc on est entouré quand même de modèles familiales partout autour de nous, que ce soit à l'école, que ce soit dans n'importe quel... Vous n'avez pas vécu dans une bulle d'enfants qui étaient placés. Vous êtes sorti de ce monde-là parce que vous auriez très bien pu continuer à avoir que des enfants qui étaient placés dans des familles comme vous, qui n'avaient pas de référents familiaux. Là, non, parce que là, vous parlez en fait de gens qui avaient des familles dites classiques. Pour l'inspiration du schéma familial. Alors on se le fait tout seul parce qu'on a quand même conscience de ce que c'est quand on a le libre arbitre, on sait quand même ce que c'est de construire sa famille, de faire attention à ses enfants. Je pense que ça vient d'une manière naturelle. On sait quand même qu'on a quand même un petit peu fait une erreur quand à un moment tu places tous tes enfants, que tout est flingué. Il y a un souci, quoi. Je veux dire, à un moment, l'enfant prend quand même conscience de ça. On explique quand même les choses. On discute, on apprend des choses seul et on a des exemples autour de nous. Donc voilà, c'est sûr qu'on prend conscience qu'on n'est pas dans un schéma normal. Maintenant, fréquenter des personnes qui sont encore placées, c'est avec plaisir. Je fréquente des gens par leur état d'esprit. Je fréquente pas des gens par leur monde ou leur niveau de vie ou quoi que ce soit. C'est leur état d'esprit qui m'intéresse aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens, par exemple Patrick, lui, il a du mal un peu à sortir de la chose. On va le voir dans l'extrait. Il est en train d'échanger avec son frère, justement, sur sa vocation d'éducateur, d'utiliser son histoire pour aider les autres. On regarde l'extrait. Toi, sinon, tu racontes quoi de beau depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Waouh. J'ai fait un an d'animation périscolaire et tout, le temps de trouver ce que je voulais faire. Et après, EduxP, j'ai passé le concours d'entrée à l'école. Ouais. C'est bien passé. Et voilà, là, c'est ma 3e année d'éduc. De toute façon, tu sais comment ça se passe, hein. T'as grandi dans ce système-là, entre autres, hein, donc... Ouais. Après, je m'étais toujours interdit, enfin, c'est pas interdit, mais je m'étais toujours dit, voilà, justement, d'avoir grandi là-dedans, j'en ferai jamais mon métier parce que j'en ai ma claque et au final, tire bien vite, en fait. Au final, ouais. Tire bien vite. Mais bon, après, c'est peut-être un bon truc parce que, tu vois, toi, tu sais par où t'es passé, tu sais ce que t'as vu, et je pense que tu pourras plus, par exemple, si un éducateur, il vient pas de ce système-là, tu vois, il pourra moins facilement comprendre les jeunes que toi, tu vois ce que je veux te dire? Anne Baucher, il dit dans l'extrait, son petit frère, c'est un bon truc. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que c'est bon de rester, justement, de devenir un professionnel de ce qu'on a subi ou vécu pendant son enfance? Si c'est son parcours, je pense que ça peut être forcément un bon truc. Après, ça dépend quelle place ça prend dans sa vie. La question de la réparation, elle est quand même en filigrane de toute profession d'aide, quelle qu'elle soit. Et il vaut mieux quand même avoir débroussaillé un peu le terrain pour savoir ce qui fait qu'on s'y engage ou qu'on s'y engage pas, parce que ça permet de peut-être faire le ménage entre sa problématique et les problématiques des jeunes qu'on rencontre, ou des enfants qu'on rencontre. Fabienne Quiriot, il y a beaucoup de personnes dans le monde justement de l'aide à l'enfance qui est passée par cette période d'abandon, par ces problèmes de jeunesse, d'enfance. Alors, tous ne vont pas être, pour ceux qui sont tentés d'avoir un parcours auprès de l'enfant, moi je dirais. Parce qu'on peut avoir très bien des éducatrices jeunes enfants, on peut avoir des puéricultrices, on peut avoir des éducateurs spécialisés. Là, ça renvoie beaucoup plus justement à la protection de l'enfance. Après, moi j'ai l'impression que dans le documentaire, et je pensais à d'autres adultes d'ailleurs, aujourd'hui jeunes adultes, qui ont fait la formation d'éducateurs spécialisés et qui sont aujourd'hui, qui exercent. Pour les uns, ça se passe formidablement bien. Il y a ce recul nécessaire, cette maturité qu'il faut avoir justement parce qu'ils ont le sentiment d'utilité. C'est le savoir de l'expérience en fait ils ont envie de l'investir pour aider des jeunes et généralement ça se passe très bien. Pour d'autres, c'est un peu plus difficile. Le taux de réussite est pas meilleur ou pire pas plus qu'un éducateur qui a, on va dire, une histoire qu'on ne connaît pas des fois, hein, mais comme il a été dit, souvent il y a une histoire derrière, alors de plus ou moins grande réparation. Hein, quand on vient dans la relation d'aide, quand on vient dans l'accompagnement, quand nous sommes sur ces sujets, il y a quelque chose qui fait qu'il y a
il y a toute une histoire personnelle qui peut rentrer en ligne de compte et on va s'intéresser à la chose humaine, à ce qui fait humanité, à ce qui nous rend sensibles, en fait, des êtres sensibles sur ces questions, mais pas tous. Il y en a qui, moi j'ai connu par exemple des profils de professionnels, d'éducateurs spécialisés qui étaient dans un tout autre métier. J'ai connu par exemple des professionnels qui étaient dans le privé, qui étaient artisans, ajusteurs, en fait, et qui du jour au lendemain, comme une sorte d'envie, d'attirance, de révélation, envie de changer de métier, mais de faire celui-ci. Donc, vous voyez, on peut trouver tous les profils, et heureusement, parce que nous avons intérêt à avoir un panel de profils qui permet le mieux possible de s'adapter aux enfants qui ont eux aussi des parcours différents, qui ont des sensibilités différentes, qui ont des besoins différents. Pour l'accueil familial, je reviens là-dessus, pour certains, ça fonctionne très bien, surtout sur les accueils qui vont durer. Pour d'autres, ça ne fonctionne pas. Bon, il arrive qu'on ait des échecs dans des accueils familiaux parce que finalement, ça renvoie à plein de choses et l'enfant va revenir peut-être dans un accueil collectif. Voilà. Et puis des fois, l'accueil collectif, c'est un désastre. L'enfant se retrouve avec une proximité d'autres enfants qui ont connu les mêmes histoires. Il revit les mêmes histoires, quelquefois avec cette... Être face à un miroir, on n'a pas envie. Quoi. Tout à fait. Donc, on voit bien que là, il va falloir avoir une autre modalité de réponse, peut-être un lieu de vie. On a des lieux de vie aussi qui sont des formules autres, avec les petites... Il n'y a pas de recette miracle, en fait. Il n'y a pas de recette miracle, mais le tout, c'est s'adapter aux besoins de l'enfant. Alors, on parle de la vocation de Patrick. Sylvie Migeon, vous, qu'est-ce qui vous a incité à devenir assistante familiale? Alors, c'est un projet qu'on a mûri 10 ans avant de le mettre en place. Et c'était quoi vos réticences? Ce n'était pas des réticences. Il faut quand même savoir que quand on veut devenir famille d'accueil ou assistante familiale, c'est toute une famille qui est remise en question, la nôtre. Et donc, c'est des choses qu'on ne voulait pas... Si vous voulez, j'avais déjà mes 3 enfants lorsqu'on a décidé de devenir une famille d'accueil et on voulait avoir l'aval de nos propres enfants, notamment de mes 2 filles qui étaient plus grandes. Mon dernier n'avait que 3 ans, mais il a suivi. Et on connaissait de par expérience, de par mon époux et moi-même, ce que signifiait d'être une famille d'accueil, puisque dans nos familles respectives, il y avait quelqu'un qui faisait ce métier déjà. Alors, quand on fait une fête de famille, quand on fête Noël, quand on fête un anniversaire, comment ça se passe? Vous faites la même chose pour tous les enfants ou les enfants que vous accueillez ne sont pas avec vous? Parce que c'est là qu'on voit les différences, en fait. C'est à ces dates, mon anniversaire, le repas de famille à Noël avec les cadeaux sous le sapin. Là, on fait comment? Écoutez, moi, personnellement, je fais comme si c'était mes enfants, en n'oubliant pas que ce ne sont pas les miens, justement. Mais ils participent aux fêtes de Noël. Ils ont leur gâteau d'anniversaire avec les membres de ma famille, c'est-à-dire mes 3 enfants, mes petits-enfants peuvent être de la fête également. Je ne fais pas de différence. Et il m'arrive, c'est un choix que j'ai fait depuis plusieurs années déjà. Je sais que je vais faire rebondir certaines collègues, mais ce n'est pas grave. J'emmène les enfants en vacances avec nous. Ils vont pas en colonie de vacances quand vous partez en vacances. Mais justement, est-ce que vous avez besoin d'avoir de temps en temps un moment off, qu'on peut aussi avoir avec nos propres enfants, il faut bien le dire, hein. Mais est-ce que de temps en temps, vous avez besoin de vous séparer d'eux et de vous dire, j'aimerais bien me retrouver juste avec mes enfants et mon époux, ou alors non, vous savez que c'est un sacerdoce que vous allez devoir faire tout en famille, que la famille elle est élargie. Non, ce n'est pas un sacerdoce. Je ne vous cache pas que j'aimerais bien de temps en temps me retrouver effectivement juste avec mon époux. Mais en ayant 4 enfants en placement, ce n'est vraiment pas évident de trouver des familles d'accueil relais pour autant d'enfants. Sachant que d'autres assistants familiaux ont souvent 3, voire 4, voire même 5 enfants en placement chez eux. Alors, il y a peut-être des familles qui, en voyant ce documentaire, se sont dit, mon Dieu, il y a des enfants qui vont mal, qui sont seuls, on devrait les accueillir, ils sont en train de discuter ensemble. Vous, quels sont les conseils que vous donneriez à une maman ou un papa qui viendrait vous dire, on veut être famille d'accueil? Déjà, de se préserver soi-même, je crois que c'est très important, tout en donnant de l'amour à ses enfants, mais je crois qu'il faut quand même garder une certaine distance, ne pas oublier ce qu'on est à la base et ce que l'on veut apporter aux enfants. Et on va construire avec les enfants. Et pour moi, une famille d'accueil se remet perpétuellement en question. On ne peut pas faire autrement.
Fabienne Quiriot, quand une famille se propose pour être famille d'accueil, comment vous les sélectionnez? Quelles sont les formations? Comment ça se passe? Alors, justement, dans le cadre de la professionnalisation, en principe, toutes les familles d'accueil, quand on dit famille d'accueil, c'est le professionnel assistant familial qui a cette formation. Et ça, c'est du ressort du département, justement, qui dispense cette formation, qui fait en sorte de la dispenser. Ensuite, donc, on a des professionnels qui sont en capacité, qui ont la formation requise pour accueillir. Dans le cadre des associations, par exemple, il est évident qu'il faut qu'elles soient agréées pour pouvoir accueillir. Et on s'assure, alors ça c'est très important, à la fois qu'elles aient la formation ou à minima un début de formation, mais aussi il faut que l'on s'assure que les enfants soient accueillis dans les meilleures conditions possibles. Alors, c'est les conditions aussi matérielles, c'est-à-dire avoir un espace, avoir à manger, ce genre de choses. Mais psychologiquement, quand on entend Madame Migeon dire il faut savoir se préserver, Anne Baucher, justement, est-ce qu'il y a une formation psychologique? Est-ce qu'on leur explique comment se préserver, comment faire attention? Alors, la première étape, c'est l'agrément. Donc, c'est une validation, j'ai envie de dire, qui va par la protection maternelle et infantile, qui va pouvoir objectiver que ces personnes sont en mesure de pouvoir accueillir L'agrément, des enfants. il est le même, il est aussi long que lorsqu'on veut adopter un enfant, parce qu'on entend toujours le parcours du combattant pour pouvoir adopter un enfant. Est-ce que pour pouvoir être famille d'accueil, l'agrément, il est tout aussi L'agrément, il est cadré dans l'adoption, c'est 9 mois. Enfin, je veux dire, le temps, je veux dire, au niveau de la famille d'accueil aussi. Par contre, les familles d'accueil, il y a des gens qui viennent, par exemple, être dans des informations collectives, et puis ensuite vont prendre le temps de réfléchir, et puis ils reviennent. Enfin, voilà, c'est souvent une démarche, ce que disait Madame, je me retrouve bien dans les assistantes familiales que je connais, qui met du temps à mûrir. Et ensuite, à partir du moment où il y a l'agrément, il y a cette formation qui est une formation devenue obligatoire pour pouvoir être assistante familiale, qui est de 240 heures, avec plein de modules différents, dont effectivement... Alors, on est assistante familiale. Quand on adopte, c'est le papa et la maman c'est la famille qui a l'agrément. Comment ça se passe pour les familles d'accueil, justement? Est-ce que si madame veut être assistante familiale, est-ce que monsieur passe aussi un entretien? Parce que l'enfant, il vit avec les deux, il ne vit pas que avec la personne qui fait la formation. Dans l'agrément, le conjoint est rencontré, les enfants aussi sont rencontrés. Dans la formation, ils ne sont pas conviés. Mais en tout cas, pour la délivrance de l'agrément, ils sont consultés. Et c'est fondamental parce que, je veux dire, on ne peut pas imaginer l'accueil d'un enfant sans que le projet ait été mûri ou élaboré avec la famille. Enfin, oui, c'est la famille au sens large, que ce soit et après, il y a l'expérience du premier accueil. Donc celle-là, elle est quand même très particulière. Il y a toujours un décalage entre ce que l'assistante familiale va pouvoir imaginer ou projeter dans cet accueil et puis ensuite l'éprouver de l'accueil à la maison de cet enfant-là en particulier. Chaque accueil est différent, elles le disent toutes, les assistantes familiales, même celles qui ont beaucoup de bouteilles. Mais le premier accueil a quand même cette particularité de venir un petit peu secouer ce qu'on a mis comme projection dans le... Il y a la théorie, il y a la pratique, exactement. Et là, on rentre vraiment dans la pratique. Il faut vraiment être présent, vraiment. De toute façon, dans tout début d'accueil, il me semble qu'il faut être présent. Vraiment. Alors, les protagonistes de notre documentaire sont déjà de jeunes adultes maintenant. C'est vrai que les enfants sont placés jusqu'à l'âge de 18 ans. Jusqu'à l'âge de 18 ans, ils vivent sous la responsabilité des familles, des foyers, des services sociaux. Que se passe-t-il après? Je vous propose d'écouter Patrick. En plus d'être arraché de ton cercle familial, tu subis le placement, tu subis les éducateurs par lesquels tu vas être suivi. Et donc, dans cette démarche-là, tu n'entreprends pas grand-chose. Tu t'attends que ça se passe, t'attends. Et à 18 ans, quand on te demande d'être autonome, alors que toute ton enfance, on t'a appris à pas prendre de risques, tu te sens nu. Tu te sens nu face à toutes les décisions que tu dois prendre d'un coup. Est-ce que vous avez le droit de rester en contact avec les enfants après leurs 18 ans? Puisque là, vous avez parlé d'un enfant qui va bientôt avoir 18 ans. Qu'est-ce qui se passe? Il part et puis voilà, ou vous gardez Alors, dans le contact? cadre de l'enfant qui va partir chez moi, c'est un cas un petit peu particulier puisque c'est un jeune qui est un petit peu en situation de handicap. Donc, on est soutenu. Je ne suis pas toute seule pour préparer ce départ. Mais oui, on peut tout à fait garder des contacts avec d'autres enfants. J'ai notamment encore des contacts avec la première qui a été placée chez moi, qui est maman maintenant.
et que je ne vois pas forcément, mais je garde des contacts par les liens sociaux. Est-ce qu'on se sent responsable de leur avenir ? Est-ce que les enfants, on aime bien les avoir avec un bon métier, rencontrer quelqu'un pour avoir une famille. Est-ce que vous, en tant qu'assistante familiale, vous vous sentez responsable de leur avenir ? Je dirais que ça dépendra de la situation des enfants. Pour des enfants qui n'ont plus de contact avec les parents ou qui ne peuvent pas compter sur les parents pour leur avenir, oui, on se sent responsable. Je prends le cas notamment de ce jeune où à un moment donné, on voyait au niveau scolaire que ça ne suivait pas. Eh ben, même que je n'étais pas sa vraie maman, mais lui, il me considère comme sa maman et ne se le cache pas de le dire, même devant sa maman avec qui il a gardé des contacts. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce jeune ? On se fait du souci malgré tout. Loïc, vous avez gardé contact avec les familles qui vous ont accueillis ? Il y en a certaines que vous considérez un peu comme votre famille ? J'en considère personnellement aucune comme ma propre famille. J'ai ma propre famille. Par contre, je respecte toutes les familles par lesquelles je suis passé. Je fais toujours attention que tout le monde se porte bien. J'ai du respect pour tout le monde, que tout le monde se porte bien. Je sais comment les gens se portent, ils savent comment je me porte. C'est l'essentiel. Et puis voilà, moi j'ai fait ma route que je devais faire, et puis que chacun se porte bien. Et puis après, s'il faut se voir, on se voit. S'il ne faut pas se voir, on ne se voit pas. Mais l'essentiel, c'est surtout, comme vous avez posé la question avant, c'était qu'est-ce que vous conseillez aux familles d'accueil ? Et moi, je pense que les familles d'accueil, avec les services sociaux, doivent créer quand même une certaine différence et ne pas mettre effectivement trop de liens en l'expliquant d'une manière pédagogique et adaptée à l'enfant qu'effectivement, vers 18 ans ou 20 ans, il va se retrouver dans une autonomie. Au fur et à mesure, il faut savoir que la rémunération de la famille d'accueil va quand même s'arrêter à la fin du contrat. Le rôle de la famille d'accueil, d'une manière financière, s'arrête quand même. Donc ensuite, la famille d'accueil, une fois que ça s'arrête, ne devient pas ton papa et ta maman, ne devient pas la grand-mère de tes propres enfants, ne va pas assumer derrière tout ce que tu as besoin d'assumer d'une manière financière, que ce soit un soutien général sur plein de choses. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut un accompagnement, que ce soit petit, des petits ou plus grands, au fur et à mesure. Et ça, c'est à qui de le faire ? C'est à la maman qui vous accueille dans la famille, ou c'est à l'éducateur ? Parce que ça doit quand même être dur quand on aime bien quelqu'un de se faire passer pour de dire voilà, je suis salarié, de trouver les mots, c'est super compliqué. Alors pour eux, on s'en rend compte chaque jour quand même, c'est-à-dire que ce n'est pas de la faute en quelque sorte de la famille d'accueil. C'est la famille d'accueil qui a accepté de prendre sous ces conditions des jeunes dans sa famille. On a quand même une chance d'être placé dans des familles d'accueil, sinon on aurait pu être simplement dans des foyers. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que de toute façon, on a un système qui est mis en place. Vous recevez de l'argent de la DAS, de l'argent de poche, qui évolue au fur et à mesure de vos âges. Il y a un accompagnement qui fait. On part en colonie d'une manière séparée. Je veux dire, la famille d'accueil part en vacances en général, et je trouve ça aussi bien que la famille d'accueil se retrouve avec ses propres enfants. C'est quand même quelque chose qu'elle a construit de base. C'est des gens, enfin je veux dire, c'est son sang. Ça fait du bien de se retrouver en famille, de pouvoir partager des émotions, comme vous en parlez avant, entre eux, d'une manière totalement relâchée et tranquille, sans devoir avoir la gêne de pas forcément devoir la partager avec les enfants qui sont placés, etc. Chaque enfant placé a sa propre situation. Donc, pour moi, c'est un accompagnement de l'éducateur, premièrement, d'une manière un peu privée pour pas mettre trop le poids sur la famille d'accueil, mais la famille d'accueil ne doit pas hésiter aussi de faire comprendre, attention, voilà, n'oublie pas que dans 2 ans, etc., il va se passer ça pour toi, l'avenir est comme ça, tu as eu la chance d'être avec nous, on va essayer de t'accompagner le mieux possible, mais à un moment, on ne pourra pas t'accompagner pendant les 10 ans qui suivent, quoi. Alors justement, qu'est-ce qui se passe après, Fabienne Quiriot ? Parce que d'après les statistiques, on dit qu'il y a 25% des jeunes comme ça placés qui finissent SDF, qu'il y a même 40% des SDF de moins de 25 ans qui sont des jeunes qui ont été placés. On explique ça comment ? Puis surtout, on peut changer cela comment ? Alors, c'est vrai que quand on regarde, mais de façon grossière, que deviennent ces jeunes, nous disons approximativement pour un tiers d'entre eux, le chemin va être très compliqué pour la suite. Certains se retrouveront effectivement SDF. Pour les 2 autres tiers, on va dire qu'il y a un bon tiers qui s'en sort très bien. Ça veut dire que va avoir un parcours tout à fait normal, va avoir une histoire de vie qui ressemble à n'importe quelle autre, s'insérer dans la vie. Puis un tiers qui vivotera, qui aura des temps d'insertion et des temps de retour. Mais bon, par rapport à ça, moi je dirais que ce qui est important, c'est qu'ils puissent au bon moment trouver la main tendue. Ça veut dire que pour ces jeunes qui arrivent à la majorité,
La question est, qu'est-ce que nous avons fait avant pour les préparer à cette sortie ? Et c'est vrai que l'autonomie, on en parle beaucoup, hein, mais l'autonomie aussi, c'est mettre pression sur ces jeunes. Hein, on leur dit, il faut que tu sois autonome, tu vas avoir 18 ans. Oui, mais en même temps, on a choisi pour eux quasiment tout le temps. Alors, c'est un peu compliqué. Donc, c'est comment ils reprennent en main leur destin, parce qu'ils parlent de la passivité dans le documentaire. Il y a un moment où, à 18 ans, c'est le coup près, donc ce qu'il faut qu'on évite. Comment on fait on assure une période de transition pour que le jeune se prépare psychologiquement et dans sa scolarité, dans son parcours de formation, qu'il soit accompagné et en même temps qu'il puisse avoir un parcours qui soit à la fois soutenu, hein, par des contrats jeunes majeurs qu'on essaie de remettre aussi. Mais est-ce que ça se fait pas un peu en amont ? Loïc disait justement que vers l'âge de 12-13 ans, il a failli se mettre sur mode pause en attendant d'être juste majeur. Est-ce que c'est peut-être pas à 18 ans qu'il faut mettre en place les outils, c'est peut-être avant ? Non ? Vous avez l'air d'être d'accord, Anne Baucher ? Oui, moi je crois que c'est vraiment un travail au fil du placement. Et depuis tout le temps, comme un enfant grandit, avec à chaque fois, il va franchir un certain nombre d'étapes dans la vie, un certain nombre d'avancées qui vont lui permettre de pouvoir peut-être faire des choix à la hauteur de son âge. Et il y a des choses vraiment à soutenir de cette, j'ai envie de dire, cette évolution vers la maturité, mais qui se fait depuis l'enfance. Enfin, je veux dire, un nourrisson et un gamin de 6 mois, c'est pas pareil. Et je veux dire, déjà là, il y a quelque chose à accompagner et à mettre au travail avec les enfants. Et il faut les soutenir, parce que je pense que la famille d'accueil ne peut pas elle seule, je veux dire, être à cette place-là. Elle est engagée quand même à une place extrêmement particulière dans le lien à l'enfant qui est en souffrance, souvent. Et elle a besoin de professionnels autour pour pouvoir, je veux dire, accompagner, qui peuvent aussi, eux, travailler avec les enfants en parallèle de son travail et avec lesquels elle peut échanger. Voilà. Est-ce qu'il y a assez de professionnels, justement, à l'aide à l'enfance pour répondre à toutes ces problématiques, que ce soit des familles, que ce soit des éducateurs ? Je vous vois, Fabienne Thiriot. Non, parce qu'on sait très bien que, déjà, il y a une tension quand même sur ces métiers-là, que ce soit au département, que ce soit dans les associations. Moi, je crois aussi beaucoup à impliquer la société civile, si vous voulez, parce que ces jeunes peuvent être épaulés. Il était tout à l'heure question de modèles. Ils ont besoin aussi de personnes, de sortes de tuteurs, de sortes de mentors, qui les aident justement à cheminer dans ce parcours. Il y a des parrainages. Justement, je repense à cette loi qui a été adoptée récemment au Parlement, qui indique qui propose justement une ouverture, un accompagnement à ces jeunes pour rompre cet isolement. Mais je crois que c'est le travail de tous, c'est à la fois le travail des professionnels, les acteurs de l'insertion. Ou peut-être de ceux qui ont vécu la même chose. Par Les exemple, pères. Loïc, on vous sent très très fort, très 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 sûr de vous. Vous semblez avoir réussi votre vie. Vous avez créé votre marque de vêtements, notamment. Est-ce que ça vous donne envie d'aider les autres ? Est-ce que plutôt vous avez envie de tourner la page ? Ou est-ce que parfois vous culpabilisez de vous en être sorti et de voir des jeunes qui s'en sont pas sortis et vous dites « ça aurait pu être moi ». Alors en fait, déjà, la création de ma marque a pour but justement de partager un état d'esprit positif à la suite d'un parcours compliqué. Donc tout est dû à ça. Ça prouve un moment que j'ai du besoin aussi de m'exprimer pour apporter quelque chose d'inspirant. Mais avant d'être inspirant, je voulais de pouvoir inspirer quelqu'un. Je voulais moi-même être inspirant. À 20 ans, j'aurais pas pu vous sortir cette marque avec l'état d'esprit, la personne que j'étais. Il faut une évolution, il faut du temps. Donc aujourd'hui, ça a pris quand même 14 ans. Il faut avoir un petit peu de la bouteille, avoir du recul sur les choses. Il faut avoir du recul, il faut échanger. Pour pouvoir aider les autres. Il faut échanger, il faut découvrir la vie, voilà quoi. Merci beaucoup Loïc, merci à toutes aussi d'être venus ce soir pour partager ce moment avec nous, ce débat. On se retrouve bientôt pour un nouveau débat doc. Les programmes continuent sur France 3. Bonne soirée à toutes et à tous.